Bonjour à tous. Je vais quand même faire une petite mise en situation pour que vous compreniez, puis je vais faire un remerciement en partant à Mme Natacha Labrunel du réseau 1635 et à Mme Julie Dionne, directrice provinciale, qui sont les initiatrices du colloque aujourd'hui, et surtout à Mme Geneviève Garceau, là, qui s'est occupée de tout ce qui était administratif et tout ce qui est organisation très complexe pour organiser une journée comme aujourd'hui pour la coordination. Pourquoi je les nomme, c'est que, sachez pourquoi que je suis devant vous ici aujourd'hui, c'est parce que, comme procureur de la Couronne, je suis sur des tables qu'on appelle les tables socio-judiciaires. Donc, on essaye de faire du réseautage, puis d'établir de la collaboration entre plusieurs intervenants avec qui on travaille dans le quotidien, que ce soit les commissions scolaires, que ce soit les CIUS, que ce soit les policiers. Et dans notre quotidien, depuis plusieurs années, moi, en ce qui me concerne, ça va faire bientôt 10 ans que je suis procureur de la Couronne, on voit de plus en plus des difficultés au niveau des interventions parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la problématique de santé mentale chez nos adolescents. Et on se dit tous que quelqu'un fait quelque chose de bien quelque part, comme vous avez tous entendu aujourd'hui, mais on fait tout en vase clos un peu. Puis l'objectif d'aujourd'hui, c'est que, entre autres, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de diagnostics chez nos jeunes qui étaient méconnus. Puis on se posait la question de savoir comment on pourrait, dans le cadre de mon travail, dans le cadre du travail policier, s'affilier à des gens, connaître des gens qui ont des meilleures pratiques. Vous avez vu des formations aujourd'hui, pour ne nommer que, entre autres, celle qui a précédé, là, pour ceux qui ont vu Julie Marcotte. Madame Marcotte a expliqué comment ça se fait à la SPVQ. Puis je pense que ma consoeur, là, qui est PMS en région, aimerait bien recevoir cette formation-là. On va vous en parler tout à l'heure, mais l'objectif de la journée, c'était de faire du réseautage. Puis du réseautage, Mme Casey, qui est présidente d'Autisme Mauricie, a fait des liens justement avec, entre autres, la travailleuse sociale qui est intervenante dans le milieu du SPTR, donc à Trois-Rivières. Donc l'objectif de la journée, c'était d'établir des liens. Mais en ce qui me concerne, dans les tables socio-judiciaires, ce qu'on voulait, c'est avoir c'est qui les experts au niveau, entre autres, du TSA, puis de la déficience intellectuelle. On a annexé à nos tables socio-judiciaires M. Steve Lyonnais, qui a une grande expertise. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous connaissez c'est quoi le CRDI, c'est quoi les services qui sont offerts par M. Lyonnais pour que des lumières s'allument lorsque vous allez intervenir. On n'est pas ici pour vous montrer des protocoles, etc., qui sont déjà préétablis, mais juste qu'il va vous expliquer c'est qui les DI, c'est qui les TSA, puis comment on peut mieux intervenir auprès d'eux. Ça va aider tant les intervenants au niveau social, autant que les intervenants au niveau policier. On a un rôle, comment je pourrais dire, de collaboration. Et pour commencer, ce que je vais vous inviter, c'est la façon qu'on va fonctionner. Je vais vous expliquer, M. Lyonnais va présenter ses services. Les PIMS vont présenter leurs services. Je vais présenter mes services comme procureur de la Couronne. Puis par la suite, on va vous montrer qu'est-ce qu'on vous soumet, qu'est-ce qu'on vous suggère pour intégrer toutes ces notions-là. Merci. Oui, merci. Donc, rapidement, un petit historique. Là, le CIUS qui a été créé en 2015, c'est issu d'une fusion de 12 établissements là, de la santé publique et des services sociaux de notre région ici. La responsabilité d'assurer l'intégration des soins de service offerts à la population, veille à l'organisation des services, leur complémentarité en fonction des besoins de sa population et des réalités territoriales. Donc, comme qu'on nommait, un des besoins des services qu'il y a, c'est au niveau socio-judiciaire. Quand on va vous parler des services socio-judiciaires concernant les jeunes, les ados, début adultes, TSA, comprenez qu'en termes de volume, ce n'est pas une clientèle qui, nous, dans le volume, il y en a tant que ça. Mais en termes de qualité, quand un usager, une personne qui a une déficience intellectuelle, un TSA, fait face au système judiciaire, au niveau de la qualité, de la complexité, c'est là qu'on se retrouve là, interpellé d'une façon assez importante. Donc, M. Brin, quand il disait qu'on a l'expertise, j'ai l'expertise, on a l'expertise, j'ai l'expertise au niveau DI, TSA, au niveau socio-judiciaire, on a plusieurs expériences qui ont été faites avec succès. On va essayer de vous les exposer pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui fonctionne. Et puis, vous allez comprendre que ce qui fonctionne, c'est d'abord, avant tout, dans notre réseautage. Quand on fait face à une personne qui a une DI, un TSA, et qu'on est dans une situation complexe, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis seul dans cette situation-là? Il ne faut pas être seul.
Il faut être 2, il faut être 3, il faut être 4, il faut voir, il faut réseauter. Donc, ça, on va vous le ramener. On va revoir avec vous un petit peu là, de quelle façon qu'on peut le faire par la suite. La vision du CIUS est créée par un leadership collectif à un centre intégré universel de santé et de services sociaux performants. Donc, dans le leadership, c'est ce que je vous nommais. Ce qu'on souhaite, c'est d'assurer qu'il y ait une cohésion entre les différents services alentour de l'usager qui est toujours au centre de notre réflexion. Vous le savez qu'ici, on a une désignation universitaire, donc ça nous amène, ça l'entraîne un niveau de performance, d'excellence qui est à des niveaux quand même assez élevés. Alors, ce n'est pas rien non plus à ce niveau-là. Les personnes, pour avoir accès aux services d'ICIUS, doivent, je vais vous vulgariser un peu là, au niveau pour avoir des accès. On passe par le guichet d'accès. Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. On a soit l'usager, le proche, un médecin, les personnes externes, au CIUS, intra-CIUS, au niveau d'un guichet d'accès aussi à l'interne, le 811. On peut faire une demande pour avoir des services pour l'usager au guichet d'accès en DI-TSA. Évidemment, au CRDI, au CIUS, les services sont toujours volontaires. Donc, une personne, qu'elle soit mineure, à partir de 14 ans, on va vous expliquer tantôt au niveau du consentement, et majeure, c'est un service qui est volontaire. Donc, la personne doit être collaboratrice, doit vouloir avoir des services. Et quand on est en situation de judiciarisation ou quand on est en situation de complexe avec les corps policiers, entre autres, on peut se retrouver avec une personne qui ne veut pas avoir de nos services ou qui résiste ou qui est réfractaire. Donc, toujours l'importance de réseauter pour pouvoir aller en amont puis essayer le plus possible que cette personne-là collabore au maximum. Alors, le guichet d'accès, pour que la personne ait accès à nos services, on la décline sur l'AEOL, l'accueil, l'évaluation, orientation, liaison. Donc, ça résume à peu près là, dans les grands termes, les services qu'on va offrir. On accueille l'usager, on va faire une évaluation de ses besoins. Ici, c'est l'évaluation des besoins pour voir dans quel service il va aller. On continue toujours cette démarche-là au fur et à mesure que l'usager est dans nos services, l'évaluation des besoins de la personne. On peut faire une évaluation diagnostique également aux besoins si la personne n'a pas. Orientation, donc c'est la grande part de nos services où ce qu'on regarde pour voir c'est quoi le plan d'action qu'on met en place puis comment qu'on dirige. Et liaison, on fait des liaisons avec les autres milieux. Ici, l'usager, dans le plan d'accès, il y a une demande. Il n'est pas en DI-TSA. On va faire une liaison avec d'autres services qui pourraient, par exemple, jeunes en difficulté, qui pourraient offrir des services aux jeunes s'il ne vient pas dans nos services. Donc, offrir sur référence des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, de même que des services de soutien aux proches et à l'entourage. Alors, voilà ce qui est les services spécifiques, les services que je gère au 821 dans la région de Shawinigan. Donc, c'est des services aux jeunes, à sa famille, aux gens qui l'entourent. Donc, tous ces services-là sont possibles. Spécialisés ou spécifiques, anciennement, on parlait de CLSC, spécifique, spécialisé, deuxième ligne, le CRDI. Donc, maintenant, c'est tout unifié. On est en ADAP ou en réadaptation, donc on est toujours en amont. Ce qu'on souhaite le plus possible, c'est d'être en amont. Donc, quand on va être dans des services de judiciarisation, souvent, on lève le flag, on se fait interpeller, on est en situation de crise. Alors, on va arriver, on va accompagner la personne dans la situation de crise. Et si on reste dans le service, ce qu'on veut par la suite, c'est de prévenir la suivante, d'outiller la personne pour pas que cette personne-là se retrouve dans la même situation. De lui donner des outils à travers notre plan d'intervention pour s'assurer que la personne soit le plus autonome, outillée possible. Ce qu'on offre comme service, du dépistage, évaluation des besoins, évaluation développementale, des programmes de développement des habiletés de l'enfant et de l'adolescent, social, communication, émotion. Alors là, on rentre dans
ce que je vous nommais, où ce qu'on va faire des apprentissages au niveau de la personne, des programmes éducatifs, vie affective et sexuelle, cyberintimidation, c'est tous des volets qu'on peut aborder avec les jeunes qui vont prévenir la judiciarisation. Préparation à la vie active en collaboration avec le milieu scolaire aussi. Ensuite, nous avons également du soutien à domicile, du coaching parental, du répit dépannage, transport, hébergement, information sur les organismes communautaires, puis collaboration également. Donc, c'est une déclinaison des différents services que nous pouvons offrir là, auprès de la clientèle. Ces services-là, quand on les offre, la personne va avoir une travailleuse sociale, une intervenante, une éducatrice, pardon, une TES, qui va être attitrée. Donc, cette personne-là va être son intervenante pivot. Alors, dans le réseautage qu'on a, lorsque vous vous retrouvez avec une personne qui vous ne savez pas, par exemple, Sylvie est à l'école, elle se retrouve avec une personne et puis la personne semble avoir des comportements complexes, elle doit intervenir auprès de lui. Une des premières questions qu'elle doit se poser, c'est est-ce que cette personne-là a des services au CIUS? Est-ce que cette personne-là a une intervenante pivot? Cette intervenante-là connaît son dossier, a déjà travaillé auprès de cette personne-là, va pouvoir l'aider, l'outiller, accompagner Sylvie. On lui demande à cette personne-là, on regarde dans son entourage pour voir est-ce que tu as des services d'ICIUS. Il faut aller chercher l'information pour que la personne puisse nous nommer à Sylvie, par exemple, de qui est alentour de toi, qui peut t'aider. Nous, après, la TES, une fois qu'elle est au dossier, on a toute une autre gamme de services qui est déclinée, psychoéducation, psychologie, ergo, orthophonie, travailleuses sociales, qui peuvent aider, accompagner et la personne et son entourage. Je vais te laisser, Sylvie, continuer. Donc, je ne sais pas si ça marche-tu? Oui. Au niveau de la Sûreté du Québec, je suis coordonnatrice provinciale pour la Sûreté. Désolée, une petite blessure m'empêche d'être habillée comme Sylvie, dans le fond, qui va venir. Mais malheureusement, c'est ça. Donc, au niveau de la coordination, moi, je suis dans l'équipe de prévention qui est à Montréal, qui soutient, dans le fond, puis qui gère, dans le fond, les 4 coordonnateurs régionaux. Il y a 4 coordonnateurs dans la province qui sont présents pour justement superviser tout ce qui est les coordonnateurs locaux en police de proximité, fait que la prévention, et aussi les PIMS, les policiers intervenants en milieu scolaire. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce qu'on a à la Sûreté. On en a plus de 80 au niveau de la province. On a une vingtaine de coordonnateurs en prévention également. Ce que je peux aussi peut-être vous expliquer, c'est qu'au niveau de la Sûreté, les besoins et les réalités sont vraiment différentes, sont disparates. On n'est pas comme un service comme à Québec, que la réalité on a des endroits où est-ce qu'on a 2 PIMS dans une MRC, alors que dans d'autres, il y a un PIMS qui fait même 3 CS-MRC. Donc, c'est complètement différent. Il y a des endroits qu'on va l'expliquer. Nos PMS font vraiment le volet prévention, enquête et urgence. Puis, il y a des endroits qui ne font que des enquêtes parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Il y a d'autres endroits qui font beaucoup plus de prévention. Donc, on a à gérer, à uniformiser un petit peu les pratiques. Fait que c'est un petit peu mon rôle dans l'organisation. Pour renchérir là-dessus, elle a parlé de prévention. Je fais beaucoup de prévention dans les écoles. J'aimerais ça en faire plus parce que je trouve que aussitôt qu'on informe les jeunes, bien, après ça, on a moins d'appels. Ça va de soi, vous allez dire, là. Mais surtout au niveau informatique, ces temps-ci, là, les réseaux sociaux, c'est épouvantable comment que ça explose. Et moi, je me questionnais beaucoup à la table. Monsieur Lionel. Là, c'est ça, qu'on est ensemble. Puis je me questionnais, je me questionnais beaucoup parce que je me disais, quand je passe un message, quand je fais de la prévention, j'ai souvent l'impression qu'il y en a qui
qui partent comme ça, là, puis que je ne trouvais pas les bons mots. Puis c'est pour la clientèle avec qui vous faites affaire. Puis après ça, moi, je les revois dans mon autre volet où je fais un interrogatoire, je fais une arrestation et j'ai encore pas de collaboration avec cette personne-là. Puis, quand on était ensemble, je disais, je fais quoi, moi? Je les ai pas, ces outils-là. De là, notre collaboration ensemble, puis ça m'amène, moi, à grandir dans mon travail. Et c'est ce que je fais comme travail. C'est bon, hein? C'est bon. Continue. Sabrina? Non, c'est vrai. Non. Donc, comme vous avez entendu, c'est multidisciplinaire ce qu'on fait. Ce qui est bien dans le cadre de mon travail, c'est que je suis dans un bureau, comme vous voyez, inscrit en haut, qui était ouvert depuis 2012. On le mentionne parce que je sais qu'il y a beaucoup de policiers ici, certains intervenants qui savent que ça existe, mais je vous le mentionne juste que vous sachiez que depuis 2012, on est des procureurs de la Couronne qui sont attitrés à des dossiers uniquement pour traiter la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Mais on traite les dossiers différemment. On prend le temps de traiter les dossiers différemment. C'est pour ça que le bureau a été ouvert. Vulgarisé, on s'occupe de dossiers où ce que les gens mineurs sont accusés aux criminels, mais de 12 à 18 ans. Au niveau de la structure, comme vous le voyez, on est une cinquantaine avec 5 divisions de bureaux à travers le Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de mon travail, comme je vous dis, puis c'est pour ça que ça nous a amené à dire qu'est-ce qu'on peut faire comme meilleure pratique, c'est qu'on parle à plusieurs personnes. Quand j'ai une décision à prendre, quand on évalue des dossiers, ce n'est pas une personne qui a commis une infraction. On parle souvent d'un adolescent. On parle d'adolescents qui, derrière ça, ont des parents. On parle de gens qui sont suivis en DPJ. On parle de gens qui vont à l'école, donc il y a une commission scolaire. Mais rajouter à ça une DI, rajouter à ça une TSA. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Je parle aux policiers qui sont ici. On vous demande toujours d'avoir un beau voir-dire sur la déclaration qui est prise au niveau du policier. Dans le cadre de nos tables socio-judiciaires, on se disait, bon, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, avec qui vous pourriez solliciter pour avoir des informations sur ce jeune-là? On vous demande tout le temps de dire, de nous informer sur sa capacité langagière, sur les informations que vous avez acquises auprès de ce jeune-là avant de le rencontrer. Mais vous apprenez qu'il y a un DI, vous apprenez qu'il y a un TSA. Quoi faire? C'est pour ça qu'on vous présente le CRDI aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des victimes, des jeunes victimes, on a des enfants, on a des adolescents, on a des adultes, mais qui ont aussi le DI et le TSA. Donc, les approches que M. Lyonnais va vous montrer tout à l'heure, c'est des choses que, comme on vous a mentionné présentement, M. Lyonnais vous le mentionner tout à l'heure, là, mais les CIUS ont été créés, je crois que c'est 2013 ou 2015, là, 2015. Donc, il y a beaucoup de protocoles qui sont en vigueur, des cartes d'aide aux policiers, aux intervenants, etc., qui sont à mettre à jour. J'ai entendu, comme je vous mentionnais tout à l'heure, j'ai eu la chance, moi, d'être ici toute la journée, de voir ce qui se fait au SPVQ, qui se fait comme intervenant, l'intervenante sociale à Trois-Rivières, qu'est-ce qu'elle fait comme démarche. Mais on parle d'adultes. Mais ce qui est à développer, c'est au niveau des adolescents. Et je répète encore, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire allumer une lumière si vous avez un DI puis un TSA. M. Lyonnais va vous expliquer exactement qu'est-ce qui en consiste d'un DI puis un TSA. Je sais qu'il y a plusieurs autres diagnostics dans le quotidien qu'on voit. On parle de toutes les autres qu'on peut bien mentionner. Je vais juste vous passer à la prochaine diapositive. Moi, comme je vous ai mentionné, je travaille avec la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. J'ai le privilège de travailler cette loi-là parce qu'on est là pour intervenir en amont. On veut que les adolescents soient pris en charge le plus rapidement possible par le système pour qu'ils puissent arriver à un adulte adéquat, qui ne récidive pas. Vous voyez, entre autres, les principes de la loi. Bien sûr, ce qui est différent au niveau du système adulte, entre autres, c'est les peines. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à punir. On cherche à les réadapter. On cherche à ce qu'il y ait une réinsertion sociale. On parle de principes et objectifs. Dans toutes les décisions que je prends dans mes dossiers, c'est ces principes et objectifs-là qui doivent primer. Entre autres, on demande de travailler dans le dossier puis d'avoir des dossiers qui sont faits rapidement par les policiers, ce qui diffère des fois parce que des enquêtes ça peut être très complexes. Mais vous le voyez, il y a un indice, la diligence et la célérité. Ça, c'est dans mon quotidien qu'on doit prendre cette notion-là en compte. Je donne toujours l'exemple quand je donne des formations aux policiers. Rappelez-vous, quand vous étiez en secondaire 1, ce qui s'est passé au mois de septembre. Je me suis fait agresser, je me suis fait menacer. On est rendu, admettons que le dossier est étudié, puis on étudie le dossier en juin à la fin de l'année. On est rendu complètement ailleurs dans la tête de l'adolescent. Mais imaginez l'adolescent qui a commis l'acte. Si on prend tout ce temps-là pour intervenir, l'effet immédiat n'a pas un impact.
Ramenons ça à un DI et un TSA. Il y a des façons de fonctionner, et c'est ce que M. Lyonnais va essayer de vous exposer tout à l'heure. Comme qu'on mentionne ici, entre autres, M. Robert Levasseur l'a mentionné ce matin, quand il a fait son ouverture, en mentionnant la bonne mesure au bon moment. C'est la même chose en DPJ, mais c'est la même chose au niveau de la LGPA. On veut éviter l'escalade de mesures. La prise en charge, comme je vous ai mentionné, si on le prend en bas âge, nomenclature, j'ai le Dr Gignac qui était présent aujourd'hui. J'ai déjà eu un dossier à faire avec lui, puis je reprends un peu ce qu'il sans le citer en tant que tel, mais je me rappelle qu'il avait mentionné dans un de mes dossiers que quand on s'approche de 16 à 17 ans, on a la personnalité qui se cristallise. Si on est capable de prendre en charge des 12, des 13 ans, des 14 ans, les plus rapidement possible dans le système avec des bonnes mesures, à ce moment-là, on met nos chances de notre côté pour qu'ils se réhabilitent et qu'ils ne récidivent pas dans le futur. Je vous montre le processus judiciaire. Je ne veux pas faire une nomenclature complète du processus judiciaire, mais je veux juste démystifier une chose, parce qu'on va en parler, un DI et un TSA, ce n'est pas parce qu'ils ont un diagnostic qu'on ne doit pas le judiciariser. Parce que vous sachez qu'il y a plusieurs, vous êtes tous des intervenants sociaux, des policiers, commissions scolaires, CIUS, on pense à tort que de le judiciariser, ben ça va le stigmatiser. Je veux que vous sachiez, vous voyez tout en haut plein de policières, les policiers ils ont une liste d'infractions. Ils ont le devoir d'évaluer certains dossiers à leur niveau, sont capables de les envoyer, les jeunes, bénéficier d'une mesure extrajudiciaire. Il y a une liste d'infractions, bien sûr, qu'ils doivent respecter, mais une fois, si ça ne respecte pas les mesures extrajudiciaires, ça ne respecte pas la liste d'infractions pour lesquelles ils doivent faire ce choix-là, la LGPA fait référence à un décret qui a une liste d'infractions avec des circonstances très spécifiques où, en ce qui me concerne, je fais bénéficier les adolescents de programmes de sanctions extrajudiciaires. Dans ces deux cas-là, mais les adolescents ne passent même pas à la cour. Ils rencontrent des intervenants sociaux, prennent un contrat pour s'amender, pour se réhabiliter par rapport à la situation et faire un processus de réflexion pour admettre le problème qu'ils ont fait. Sachez que tout ça, ça existe avant même de le judiciariser. Il ne faut pas avoir peur de judiciariser l'adolescent parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en amont. Et rappelez-vous, là, je ne vous ai pas mentionné la culpabilité morale, mais sachez qu'un jeune qui commet un crime à 12 ans versus quelqu'un qui se cristallise à 17 ans, sans diagnostic, il faut faire une différence. On l'a fait, la différence. Fait que sachez que si j'autorise un dossier, toutes les informations, si c'est documenté le plus possible, ça va nous aider à faire un meilleur choix. Même sur une sentence, si le jeune doit passer au tribunal parce que c'est un cas qu'il ne peut pas bénéficier, parce que ça ne rentre pas dans nos critères, même s'il y a un plaidoyer de culpabilité ou un procès pour lequel il est trouvé coupable, on a des rapports qu'on peut demander, puis on prend en compte tout ce que je vous ai mentionné précédemment. Je vais juste vous le garder en tête. À ce moment-ci, j'inviterai Steve à faire la suite. On vient de parler là, au niveau de pas... je veux dire de ne pas hésiter. Tu sais, on n'est pas en train de dire qu'il faut judiciariser les personnes avec une déficience ou un TSA. Mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commis des délits et puis qu'on leur a donné une chance. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et puis, ces chances-là il était dans le sky un peu. Personne ne s'en rendait compte. Donc, le jeune, ce qu'on y envoie comme message, c'est que le geste que tu poses, il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas grave. Tu peux le répéter. Et cette personne-là risque de monter en escalade d'intensité de chaque fois qu'il va commettre le geste. D'où l'importance de réseauter, d'informer les intervenants alentours qui, eux, sont la mémoire pour ce jeune-là. Donc, le jeune, nous, on va permettre, si on a une situation qui nous est adressée, puis on le sait qu'il est encore dans une situation où il a commis un geste qui est répété, de pouvoir utiliser ce geste-là, d'utiliser le système judiciaire comme étant un arrêt d'agir externalisé, parce qu'internalisé, il ne sera pas capable, externalisé, puis l'accompagner là-dedans, puis le faire se développer. Donc, comme disait M. Brun, il ne sera pas nécessairement judiciarisé, mais il va utiliser tout le système, il peut utiliser le système accompagné de son intervenant pour pouvoir apprendre
apprendre de ses actes, apprendre de ses gestes. Alors, je vais vous parler rapidement. On n'ira pas au hyperlien, là, le temps nous manque. Là. Au niveau de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement, ce que je veux vous dire concernant ces deux handicaps-là, c'est l'impact que ça peut avoir pour vous lorsque vous allez communiquer, interagir avec ces personnes-là. Alors, lorsque vous vous adressez avec une personne qui a une déficience intellectuelle, assurément, la personne va comprendre moins rapidement, comprendra plus difficilement les concepts théoriques que vous allez lui apporter. Les liens vont être beaucoup plus difficiles à faire pour cette personne-là. C'est une personne qui a une certaine limitation au niveau intellectuel, donc c'est sûr que l'encodage de l'information va être plus lent. Associé à, si c'est une personne avec un habit policier qui lui parle, c'est bien sûr que le stress va monter, l'encodage va tomber au minimum. Et cette personne-là va utiliser toutes sortes de réflexes, de comportements, de phrases apprises pour se sortir de la situation, des oui, il va répéter ce que vous voulez entendre indépendamment de... Il sera capable de se projeter sur c'est quoi l'impact que ça a pour moi. Ce que cette personne-là va vouloir faire, c'est se sortir de la situation qui est inconfortable présentement. Il ne fera pas le lien plus tard. Alors là, c'est des personnes qui, souvent, on va arriver, on va dire, oui, mais il me le dit. Il me dit qu'il l'avait fait. Il me dit qu'il avait réalisé tel geste. Il me l'a nommé, il l'a bien fait. Oui, elle voulait se sortir de la situation, ne comprenait pas l'impact du geste. En TSA, la complexité que je vous dirais en TSA, c'est, bon, évidemment, on a en TSA des personnes qui, au niveau des interactions sociales, ils ont un déficit à ce niveau-là. C'est compliqué pour eux. Au niveau de la communication également, c'est quelque chose que pour eux, c'est complexe de comprendre puis de s'exprimer, d'exprimer leurs pensées. C'est des personnes qui peuvent très bien parler, qui peuvent avoir un discours qui semble très cohérent, bien structuré, mais dans une situation d'interaction sociale, ça ne sera pas simple pour eux. Alors, s'ils se retrouvent dans une situation où ils sont soit judiciarisés, soit interrogés, soit une situation de tension, on se retrouve on va se parler, on se retrouve avec deux déficits qui sont mis de l'avant, la communication et l'interaction sociale. C'est pour ça que l'intervenant qui connaît cette personne-là, s'il l'accompagne, va réussir à servir de guide, va servir de traducteur pour la personne, puis va réussir à apaiser la personne, puis d'amener la personne à répondre aux questions, à répondre à la situation le plus ajusté avec ce qu'elle est, puis ce qu'elle veut également. Si tu me permets, Steve. Juste mentionner à cette étape-ci, puis je m'adresse aux policiers, souvent on vous demande, quand vous faites une intervention auprès d'un adolescent, si vous êtes capable de prendre le temps de poser la question à un parent, à la secrétaire, à la professeure à l'école, c'est quoi sa problématique, est-ce qu'il en a une pour adapter votre intervention? Mais justement, Steve a mentionné justement des intervenants, je te demanderai peut-être de les répéter, mais c'est qui les gens qui sont intervenants auprès de ces jeunes-là? Si on vous mentionne DI, TSA, bien, sachez qu'il existe ces gens-là, vous pouvez leur parler pour adapter votre intervention par la suite. Dans les comportements, la prochain PowerPoint, c'est un classique qu'on utilise de l'iceberg. Alors, ce que vous allez voir, vous, c'est ce qui est en haut. Puis ce qu'on veut, nous, travailler, quand on va arriver, on va travailler ce qui est en dessous. Donc, tous les comportements, tous les déficits, toutes les difficultés de la personne qui amènent à voir ces comportements. Donc, c'est ça l'importance de réseauter, de le travailler ensemble pour que nous autres, on soit capables de vous amener à voir puis à exprimer ce qui sous-tend les comportements de la personne. J'ai un exemple par rapport à ça qui est un usager qui est dans nos services et puis qui conduit
conduit une voiture et cette personne-là commet, ça lui arrive, là, qui commet au niveau du code de la route, là, il se fait arrêter. C'est un autiste de haut niveau. C'est quelqu'un que si vous le voyez, ça ne paraît pas. Mais quand il se retrouve dans une situation de stress, cette personne-là devient excessivement et très rapidement anxieux. Quand il est anxieux, il perd tous ses moyens. Il se sent agressé, alors il agresse, il insulte. Il est prêt à cracher envers les personnes, il va frapper partout. Alors, quand un policier arrive pour lui donner une contravention, lui, il est anxieux, alors il se met à avoir ces comportements-là. Nous, on est interpellés aussi quand la personne a environ une douzaine de contraventions non payées qu'il y a eu dans les derniers mois, en très peu de temps, parce qu'il s'est mis à être nerveux, anticiper, il faisait les mauvais choix, il commettait là, des infractions au code de la route, et il était dans un cercle vicieux. Ce qu'on a fait, pour faire une histoire courte, il y a toute eu une approche auprès du client, on a travaillé avec lui, on a regardé avec lui qu'est-ce qu'on pouvait faire, on l'a habilité à nommer des choses, et puis on lui a fait une petite passe simple, qui le décrit, il était consentant, il voulait, qui décrit c'est quoi, qui est, c'est quoi son âge, c'est quoi son diagnostic, et qu'est-ce qui lui arrive quand il est en situation de stress. Je commets ces comportements-là, et on le pratiquait avec lui, on l'a fait en hors contexte, à ce que quand il arrive dans une situation comme ça, il donne sa petite carte au policier, le policier lit la petite carte, la contravention, si elle vient, OK, il y a contravention pour le délit qu'il a fait, mais il n'y aura pas pour le reste au niveau du policier, parce qu'après, il lève sa fenêtre, il laisse la petite carte, puis il prend son 2 minutes pour respirer. Et ça, des exemples comme ça, c'est le genre d'exemple qu'on peut faire, qu'on produit régulièrement, puis qu'on peut aider la personne, puis aider les gens des corps policiers lorsqu'on se retrouve dans des situations qui sont récurrentes et connues, là. On va passer au cas pratique, numéro 1. Sylvie. Oui, alors, en jasant ensemble, j'avais plusieurs questions à lui poser et on a ressorti des cas, dont celui-ci. Une jeune fille de 15 ans avec qui j'ai eu affaire au secondaire. Et, bon, elle est dysphasique, mais moi, quand je lui parle, elle cadre beaucoup dans les symptômes que vous avez parlé tout à l'heure. Et je dois intervenir avec elle parce qu'elle a fait un vol à l'étalage. Et lorsque je lui parle, elle me répond très, très bien. Mais elle s'est fait questionner super gros par ses intervenantes pour qu'elle finisse par avouer. Puis, bien, elle a avoué parce qu'elle était tannée de les entendre parler. Puis, elle a répété ce qu'eux ont dit. Puis, elle a fait la même chose avec moi. Quand je soumets mon dossier, dans ma tête à moi, là, est-ce qu'elle a compris ses droits? Par la suite, là, non, elle n'a rien compris. Puis je lui dis, bon, as-tu compris ton droit au silence? Oui, qu'est-ce que tu as compris? Elle me verbalise bien, mais selon moi, ça n'a pas passé. Puis par la suite, je fais mon dossier, mais je me dis, cette jeune fille-là, que je l'envoie tout à l'heure, on parlait de mesures extrajudiciaires, sanctions extrajudiciaires, peu importe la décision qu'on va prendre, elle va recommencer parce qu'elle m'a avoué en avoir fait plusieurs. Puis finalement, elle me dit, bien, c'est comme ça que j'obtiens mes affaires. Alors, moi, mon questionnement, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je ne suis pas satisfaite de mon intervention. Puis la TES de l'école qui me dit, c'est pas facile de travailler avec elle. C'est pour ça que j'avais présenté juste pour mentionner à ce moment-là, dans une question que tu te poses, une des questions que tu as posées, tu es à l'école, tu es une intervenante de milieu scolaire, puis on te dit que cette fille-là a une déficience légère, puis qu'elle a, la dysphasie, puis une déficience intellectuelle. Oui, c'est ça. Donc, la question qu'on s'est toujours posée quand on fait le processus de réflexion par rapport à ça, c'est avec le CRDI, quelle personne ressource? À ce moment-là, les policiers sont sur le feu de l'action, vers qui ils peuvent se retourner. Et c'est là qu'on se retournait. Donc, quand on discutait, on regardait toujours, est-ce que tu es toute seule dans le dossier? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi? Il y a l'école, super. Maintenant, est-ce qu'il y a des intervenants dans le communautaire? Ça aussi, ça serait important. Il faut réseauter alentour de cette personne-là. Si la personne, elle répète, c'est certain qu'elle va le répéter encore. La personne, est-ce qu'elle a un dossier au CIUS? Donc, et toujours demander le formulaire de consentement. On l'a vu dans un atelier plus tôt dans la journée. Les personnes, à partir de 14 ans, ont le droit de consentir, mais ça nous prend un consentement idéalement écrit.
bilatérale, comme qu'on parlait, au niveau de l'échange de l'information. Quand on a ce consentement-là, on peut aller rechercher de l'information chez nos partenaires. Donc, quand on se retrouve avec une personne comme ça, ce que ça nous permet de nous, ce qu'on peut déployer, c'est il y a une travailleuse sociale qui peut aider l'équipe à bien comprendre, à bien situer les interventions qui peuvent se faire d'une façon plus large. L'intervenante au dossier va accompagner la personne, va être capable de décoder ce qui se passe, c'est quoi les facteurs de risque, c'est quoi les facteurs qui l'amènent à faire son vol à l'étalage. Son comportement de vol à l'étalage est assurément le symptôme d'un malaise qui est en dessous. Et c'est notre travail de regarder qu'est-ce qui est en dessous puis qu'est-ce qui amène à faire le vol à l'étalage. Souvent, c'est relié à des situations de stress, de grand stress que les personnes vont vivre, puis ils vont le sortir comme ça. C'est souvent aussi, ils se retrouvent dans des situations où un vol à l'étalage, ça leur apporte, ça leur apporte du contrôle. Donc, face à un vol à l'étalage, la personne comprend ce qui peut arriver. Si elle est interpellée, elle sait ce qui va arriver pour elle. Curieusement, ça peut même être sécurisant parce qu'elle sait que Sylvie va arriver, Sylvie va questionner, Sylvie va la prendre en charge puis peut l'apaiser. S'il y a une anxiété qui est en dessous de ça, la venue de Sylvie va être un gain pour elle. Elle ne voit pas la conséquence nécessairement de son vol à l'étalage. Alors, c'est ça que nous, le travail qu'on va faire quand on va se réseauter avec Sylvie à ce niveau-là. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est que, là, comme on mentionne, c'est que je n'arrive pas comme policier ou tout intervenant d'avoir une intervention, comme on dit tout le temps, organisée. Je reviens à mon côté, mais de dire qu'il faut toujours vérifier la capacité de compréhension de la personne à qui on parle, surtout à des adolescents, surtout ceux qui ont des DI, des TSA. Mais la personne qui peut venir en aide, c'est possiblement la personne à son dossier. On comprend que les parents peuvent être appelés, un avocat peut être appelé, mais si vous avez un intervenant, utilisez-le, cet outil-là. Puis sachez que le CRDI existe. Si vous avez TSA, DI, à ce moment-là, peut-être lever un drapeau de plus, peser pause, prendre le temps de faire une démarche au niveau de leur service. Ça peut être un intervenant social, ça peut être quelqu'un en protection de la jeunesse qui le suit, mais juste avoir une lumière de plus qui allume à ce moment-là. Je vois qu'il reste 2 minutes. Est-ce qu'on fait des 2 derniers cas pratiques? On peut peut-être juste question, parce que j'aimerais bien ça pour le dernier, vu que là, on parle de quelqu'un qui est accusé, mais il y a quand même des choses qu'on peut offrir à des gens qui sont victimes. On s'entend qu'il y a des victimes également. Je vais peut-être laisser Sylvie aller sur... Ouais. Oui, ça, c'est un garçon que j'ai rencontré toujours à l'école. Il y a un TSA, Gilles Latourette. Au départ, je ne le sais pas. Et sa mère est avec lui, puis elle veut porter plainte parce que son garçon se fait intimider. J'écoute l'histoire. Et pour me rendre compte que ça fait 4, 5 fois qu'ils veulent porter plainte parce que ça se poursuit. Puis la mère me dit, il n'y a personne qui ne fait rien pour lui. L'école ne fait rien, les intervenants ne font rien. Mon questionnement, j'en avais parlé avec Hippolyte, je me disais, on a bien beau porter plainte, là, mais ça va se poursuivre. Il faut avoir c'est ça. Il faut avoir quelqu'un qui vienne nous aider et qui parle le même langage, le langage de l'enfant, parce que moi, je ne les ai pas, ces outils-là. Alors, c'est pour ça que ce cas-là lui était rapporté aussi. Bien, ici, tu sais, le questionnement qu'il y avait, c'est est-ce que je porte plainte ou pas? Qu'est-ce que ça va donner? On reste toujours à, s'il y a matière à porter plainte, on porte plainte. On le fait comme si on le ferait avec n'importe quel autre enfant. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. La différence va être dans l'accompagnement qu'on va avoir auprès de la personne. Alors, encore une fois, ce qu'on va voir avec la personne, c'est on va se réseauter avec les services policiers, on va voir, puis si on questionne la personne, on a des personnes qui sont spécialisées pour demander de l'information à la personne, à l'enfant, pour qu'on soit capable d'avoir une information plus juste, plus ajustée. Ce qui peut dire à Sylvie peut être différent par rapport à nous autres. Si on est dans une situation davantage d'interrogatoire où ce qu'on s'en va vers, on pense qu'on pourrait avoir à récolter de l'information chez cette personne-là au niveau judiciaire. Il y a des techniques d'entrevue non suggestives qui sont faisables, qui sont réalisables par des travailleurs sociaux, entre autres,
qu'on a dans nos services, qui sont spécialisés là-dedans, avec une formation excessivement pointue, aiguë, pour pouvoir voir avec la personne, faire le tour de la situation pour avoir un portrait le plus objectif possible. Et ça, à ce niveau-là, il faut toujours faire bien attention quand on questionne les personnes. Dites-vous qu'on va les contaminer hyper rapidement. Si vous voulez avoir de l'information auprès de la personne, généralement, c'est un one-shot. Vous avez une chance, c'est là que ça se passe le plus possible, organisé, structuré, pour avoir de l'information la plus objective possible. Je vais vous rappeler aussi, là, une fois que le dossier est judiciarisé, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent intervenir pour accompagner. Puis je mentionne les gens du CAVAC. Vous avez entre autres entendu, il y a des programmes d'accompagnement enfant, de préparation de témoignages à la cour. Ces gens-là peuvent s'annexer au CRDI également pour obtenir des services, pour aider cet enfant-là dans le processus. Bien sûr, des programmes comme le chien accompagnateur, etc. Il y en a 2 au niveau de la Sûreté du Québec qu'on essaie d'utiliser de plus en plus. Mais sachez qu'il y a plusieurs moyens pour aider ces jeunes-là, puis on va prendre des mesures pour le faire. On termine avec la mention « Encore lui ». Quand on se parlait, on se disait, tu sais, les dossiers, encore lui, les dossiers qui reviennent, les dossiers qu'on se dit, ah, justement, encore lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dossiers-là? C'est autant à mon niveau qu'au niveau de l'école, qu'à votre niveau, parce que ça revient tout le temps. C'est ça qui... C'est comme un disque rayé. On revient tout le temps dans la même case. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas, on vous l'a décrit, on n'a pas un programme magique qui va répondre à la situation. Ce qu'il faut, le meilleur facteur de protection pour les personnes, c'est qui est alentour de lui, qui est concerné par le problème, puis qui investit ce problème-là. Si on est dans un « encore lui », ça veut dire que je fais encore la même intervention. Lui, il va répéter la même intervention et le même comportement. Une personne avec une DI, un TSA qui est dans le trouble, il sort, il n'y a pas grand carte dans son jeu pour pouvoir s'adapter face à une situation de stress. Il va prendre généralement souvent la même. Le vol à l'étalage, il va utiliser la même affaire. Alors, s'il fait ça, la question doit se retourner vers nous. Qu'est-ce qu'on fait de différent dans une situation comme ça pour l'empêcher de recommettre les mêmes gestes? Notre solution à ça, interpellez vos partenaires. Faites équipe avec tous les gens que vous avez. Maintenant, vous savez, entre autres, on a fait ça rapide aujourd'hui, CRDI existe, vous avez entendu toutes les autres formations. C'est ce qu'on voulait vous amener à faire. Merci. Merci beaucoup.